Bonjour chers amis et bienvenue à La Prescription avec Dr Frédéric Lambert. J'espère que vous portez bien. Et oui, on a entamé le mois d'août. Oui, ce mois terrifiant, celui de la fin de l'été, la fin des vacances. C'est vraiment le compte à rebours, hein? Et une tristesse s'installe, il fait un peu plus froid. Mais quand même, moi, j'ai la chance de vous parler en direct. Non, c'est faux. En fait, tout ça a été enregistré en avance, mais moi, j'enseigne de la musique dans un camp musical, le camp musical Perlenzi. Alors, je suis entouré d'enfants, de musique et on a beaucoup de plaisir. Mais j'ai eu le temps, avant de partir pour cette belle aventure, de vous faire plusieurs épisodes avec des gens fascinants. Et aujourd'hui, c'est une personne que je vais terriblement hâte de vous présenter, puisqu'il m'a aidé à distance à construire cette émission, ce podcast, cette balado. Donc, c'est le concepteur d'éclairage Martin Labrec. Artiste polyvalent, Martin passe du théâtre à la danse, au cirque et à la télévision avec une égale aisance et un égal bonheur. Martin est primé à 4 reprises au Gala des Masques pour ses éclairages au théâtre entre 2001 et 2006. Depuis ses débuts en 1994, il a été le fidèle collaborateur de plusieurs metteurs en scène de grands talents tels que Claude Poisson, Martine Beaune, René-Richard Cyr, Dominique Champagne, Patrice Dubois et Olivier Kémid. Mais c'est sûrement avec Serge Denancourt qu'il signe le plus grand nombre d'œuvres d'éclairage, plus de 35 conceptions. Du côté de la danse, il collabore entre autres avec Ginette Lorrain et la compagnie Au Vertigo, et plus récemment avec Virginie Brunel pour le spectacle Fable, créé à Lugano en Suisse en 2022. En 2009, il reçoit le Félix de concepteur d'éclairage de l'année pour l'audacieux spectacle Mutantesse de Pierre Lapointe, artiste avec qui il collabore de façon régulière. Il signe en 2010 les éclairages de la comédie musicale Les Belles Sœurs montée par René-Richard Cyr sur une musique de Daniel Bélanger. Énorme succès qui tournera de nombreuses années. Au chapitre de ses éclairages les plus spectaculaires, on peut sans doute compter ceux conçus pour le Cirque du Soleil avec qui il travaille depuis 2005. Son dernier projet en date est la conception des éclairages de l'émission Zénith à Radio-Canada, produite par Co-TV. Par ailleurs, Martin est un podcasteur. Il est le créateur de l'émission Lueur, disponible sur toutes les plateformes. Voici ma discussion avec Martin Labrec. Ouais, c'est ça. Flagrant, puis... exact. C'est normal. Je vais juste faire un petit test de ça. Ben, comment tu veux que je mette ça? Si t'as envie, si t'as pas envie, là, t'aimais pas. J'aime bien, moi. Parce qu'il y en a qui aiment ça. Moi, je suis obligé de le mettre parce que sinon, c'est difficile pour la balance, tout ça, puis on sait jamais qu'est-ce qui arrive avec la machine, puis tu sais, je veux juste être certain. T'as une note, je ferme le son qui est là. J'espère que je vais pouvoir te remplir pendant une heure. Pourquoi tu dis une affaire de même? Ben, je sais pas. Pourquoi tu mets en doute de remplir une heure avec moi? C'était rigolo, ça. Écoute, c'est pas toi, c'est moi. Non, mais moi, encore plus que je lisais ton parcours, c'est pas, je dirais pas traumatisant, mais des fois, tu sais, mettons, pour ma part, ben, tu sais, on est les deux dans les arbres, tu sais, des fois, tu t'écris ta bio, tu mets tout là-dessus. Puis c'est vraiment, la bio, c'est un drôle de concept, hein? C'est un drôle de concept que ben d'autres professions, ils n'ont pas, là, parce que tu vas sur LinkedIn, puis là, tu as un CV. Bon, puis nous autres, ça doit être un beau texte qui met en valeur ton talent, puis tout ça. Et quand tu te mets à lire les bios des autres, puis là, c'est des choses que je fais fréquemment à cause du podcast. Ben, je comprends. Puis là, je vois des gens qui ont... C'est tellement
pas chargés, mais ils ont fait tellement de choses, puis tu fais quand même partie des gens qui ont une des bios les plus impressionnantes que j'ai lues depuis... Ouais, ben non. Ouais, non, vraiment. Ah, ouais. Ben, le nombre de collaborateurs avec qui tu as travaillé aussi. Ouais. Puis évidemment, ça m'amène on va un peu aller faire un tour de piste, si tu veux bien, parce que je suis un peu intrigué. La première histoire avec toi, c'est vraiment ton podcast, parce que tu as un podcast, d'ailleurs, qui n'est pas mentionné dans ta bio, tu devrais l'écrire. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je regardais ça, puis je vais sûrement le rajouter moi-même dans la présentation. T'as raison. Donc, t'avais sorti un podcast il y a quelques années qui s'appelle Lueur. C'est il y a 3 ans, peut-être? C'était en plein milieu de la pandémie, en fait. OK. Donc, tout comme moi, mon podcast, c'est un projet de pandémie. Toi, ça en était un aussi. Ouais. Peux-tu m'expliquer un peu l'origine de tout ça? Là? Ah, j'ai rien inventé, là. C'est que j'écoutais un podcast qui s'appelait Team Dickens. Je connais pas. C'est un podcast que Roger Dickens, qui est un directeur photo. Oh oui. OK. C'est le podcast de Roger Dickens. OK. Puis que j'écoutais comme religieusement, là, tu sais, puis... Ouais, puis je connais bien du monde qui le respecte tellement, puis qui capote ça. J'ai vraiment trippé, puis tu sais, puis je courais beaucoup, évidemment, comme tout le monde pendant la pandémie. Puis là, j'écoutais beaucoup ça, puis je me disais... Puis... je m'ennuyais, en fait, des amis, tu sais. On dirait que... Puis là, je pensais à des amis avec qui je travaillais, que je vois seulement au travail. Mm-hmm. Tu sais, que c'est pas des amis proches, mais ça reste quand même des amis, parce que je les croise sur des productions, tout ça. Puis là, je me demande ce qu'ils deviennent, puis tout ça. Puis là, je me disais, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, avant? Pourquoi ils ont choisi ce métier? Puis là, en courant, je me posais ces questions-là. Puis là, j'écoutais le podcast de Dickens. Puis lui, c'est un peu ça aussi, hein? C'est un projet de pandémie, eux aussi, hein? Parce que tous les tournages étaient arrêtés, puis tout ça. Il a commencé au début de la pandémie. Puis là, je me disais, j'aimerais ça faire ça. Fait en fait, j'ai carrément copié son concept. Puis j'ai dit, je vais essayer. Tu sais, fait que... Je me suis plugué sur GarageBand. Mais contrairement à lui, t'allais beaucoup plus avec des gens de la scène. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, après ça, je faisais mon bassin de connaissances. Si j'avais fait seulement les concepteurs d'éclairage, ben j'aurais fait, je sais pas moi, 15 épisodes, puis... Ça aurait été tout. Ça aurait été tout, tu sais. Ouais. Puis j'avais le goût de parler à des scénographes, puis j'avais le goût de parler à des concepteurs de costumes, conceptrices de costumes. Fait que ouais, j'ai décidé d'élargir moi un peu de mon bord, puis j'étais surtout curieux de voir d'où ils venaient en fait. C'était quoi leur parcours pour se rendre là, parce qu'on les connaît, mais on les connaît pas, tu sais. Puis c'était ça mon truc du début. Puis il y avait une urgence dans cette affaire-là, tu sais, tout le monde était comme... Tout le monde avait le goût de parler, tu sais, il y a eu vraiment un engouement où les gens avaient le goût de raconter leur histoire, ils avaient le goût de parler des projets qu'ils avaient faits, puis qu'ils aspiraient à quoi, puis tout ça, puis ça a pogné beaucoup plus que je pensais. Ben oui, puis c'est aussi un temps, c'était un temps puis de réflexion, puis je pense, c'est plate parce que là, on a recommencé à travailler comme des fous, c'est correct, mais les gens l'ont encore, tu sais, ils n'oublient pas de temps non plus, ça, le concept de mettre un point où est-ce que tu es dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux faire, puis te mettre des buts précis, tout ça, puis je trouve que la pandémie aura, pour certaines personnes, pas tout le monde, aura amené ça, particulièrement les artistes, je pense. Ça aura ébranlé un peu les choses. Ouais. C'est un peu drôle parce que c'est un peu pratiquement la même chose que j'ai fait que toi, tu sais. Je me suis mis à la course à la pandémie, je me suis mis à écouter plein de podcasts, puis je me suis dit, en écoutant un podcast, je me disais, pourquoi moi aussi, je m'ennuyais des gens, je m'ennuyais de tout le monde, je m'ennuyais de tous ces gens, puis c'est comme ça que c'est venu. Ouais, je sais parce que tu m'as écrit tout de suite après. J'écoutais ton truc, puis en plus, c'est Pierre Lapointe qui m'avait dit d'écouter ton podcast à la base, parce que Pierre, il dit j'adore cette émission-là, il dit ça me fait découvrir un paquet de gens, puis lui, tu connais Pierre, il aime tellement toute la logistique, tout l'arrière du décor d'un show, c'est ça qui le fascine, c'est ça qui le fait triper. Et comme ça, je t'avais contacté. D'ailleurs, on loge, toi puis moi, à la même place sur Acast pis tout ça. Donc, j'ai écouté tes conseils religieusement. Mais t'es plus équipé que moi, par contre. Ouais. Non, ben, moi, je me suis équipé je me suis pris un kit portatif pour... des fois c'est parce que j'aime bien des artistes visuels que je rencontre, j'aime beaucoup l'art visuel, puis des fois j'amène ma valise puis je vais chez les gens dans leurs ateliers. Ah oui, ok. Donc avec les enfants ici, c'est pas toujours évident, même si en ce moment mes enfants sont dans la chambre en train de lire puis sont complètement silencieuses et gentilles de laisser ce temps, mais habituellement non, c'est ça. Donc je me suis beaucoup promené avec mon kit, puis ça va faire quand même là. Oui, c'est fun, ça va faire bientôt en février 2 ans que je l'ai, puis il fonctionne bien, puis
Non, puis toi, t'es tellement régulier, là, c'est fou, là. Si je les regarde au rythme à lequel t'es sors, puis t'es super bon. Un semaine, les lundis. Ouais, tous les lundis. Ah oui, c'est ça, c'est tous les lundis. Tous les lundis matin à 5h30 AM, il y a un épisode qui sort. Ah ouais. Peu importe. Peu importe. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu abandonné, en fait, le travail. Ben, pas abandonné. C'est correct. C'est pas vrai, j'ai pas abandonné parce que j'ai le goût d'en faire encore, mais entre le travail, la famille, je sais. on dirait que là, maintenant, j'ai fait, là, je vais prendre un break de ça un peu parce que. Mais tu vois, moi, c'est des passes. Mettons, je canne. Là. En ce moment, je te vois. La semaine prochaine, je pense que j'en fais une dizaine la semaine prochaine. Tu sais. Et là, je les mets en banque. Ah, c'est ça. Puis ça me permet, parce que l'année prochaine, je pars en tournée pendant je sais pas combien de semaines, puis je vais être parti, puis je peux pas les faire. Bon, je les monte en avance, on les fait en avance, puis ils sont un peu intemporels, c'est ça que j'aime aussi. Des fois, on plug des trucs qui sont du moment, mais la plupart du temps, j'essaie d'éviter pour justement que les gens puissent consulter cette personne-là, cette conversation-là, puis avoir un autre aspect. Mais c'est super le fun. Écoute, c'est le fun d'avoir un projet qui t'oblige à te lancer dans l'écoute des autres. Ouais, moi, je comprends. Ça me fait vraiment triper, tu sais, c'est vraiment... Puis écoute, tout comme toi, ça a pris plus de popularité que je pensais. J'ai mes réguliers qui écoutent, puis tout ça. Ouais. Bon, c'est comme... ça grandit vite. Bon, c'est tant mieux. Mais gars, revenons à toi, parce que... oui, il y avait le podcast. Il y avait aussi, quand on a parlé de course, tu cours encore? Oui, je cours encore. Cool. On se croisait, on n'avait pas les mêmes horaires, mais quelques fois, on s'est croisés sur le Mont-Royal. Ouais. C'est-tu encore ton chemin de croix? Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait le Mont-Royal. OK, t'as changé ton truc? Ouais, j'ai changé un peu, ouais. Ah, bravo, moi, j'étais encore... C'est plus fort que moi, faut que j'aille juste à cet endroit-là. Pour de vrai. Ah non, puis quand j'y vais, c'est toujours les mêmes gens que je vois. Ah oui, hein? À la même heure, au même moment. C'est fou, il y a des gens de même. Comme moi, j'aime bien ça. Non, c'est ça. Moi, je peux pas faire ça. C'est sûr, je lâche si je fais ça. Faut que j'aille des chemins différents. Pour moi, c'est comme une façon de visiter la ville, c'est comme une façon de me promener, c'est comme une façon de... J'ai jamais le même chemin deux fois. Cool. Ouais. Moi, j'ai le contraire, c'est que j'ai pris le même chemin et puis je prends les mêmes rues tout le temps pareil parce que je connais chaque centimètre de l'asphalte, puis comme ça, je sais que je me ferai pas mal. C'est niaiseux à dire, mais je connais chaque trottoir, tout ça. Comme ça, je peux mettre un livre audio, je peux mettre un podcast, puis suivre la conversation sans effort, sans me poser de questions. Moi, c'était ma démarche. Des fois, quand je prends d'autres chemins, je deviens comme un peu stressé d'atterrir aux bonnes places. Je comprends très bien. Mais donc, toi et moi, on a vécu ça en parallèle, mais allons à l'origine de ton métier, parce que comme tu disais, c'est intéressant de savoir comment ils ont abouti là. Dans ton cas, je peux te lancer ma théorie, évidemment. C'est sûr que tu as un père, qu'on va discuter de tout ça, qui a eu un impact, je présume. Là, je te dis ma théorie sur ça. Un père qui a été présent, il avait l'air d'un gentil monsieur, une gentille personne. Et ma sœur, elle a tourné sur des projets de ton père en 1990. Ah ouais, pas vrai? Ouais, un truc, je me souviens plus encore c'est quoi, l'autre fois j'en parlais. Ouais, un truc pour la télé, je me souviens plus trop quoi exactement. C'était de la musique à jouer du violon. À jouer du violon, elle était toute petite, puis il avait fait un truc. En tout cas, mais je sais pas si c'était retenu, mais je me souviens, c'est en parlant avec ma mère qui me rappelait ça, puis parce que je disais que je l'ai rencontré, puis je racontais l'histoire de ton père. Mais pour revenir à ton père, c'est que il me semblait d'un parcours qui a été présent, puis qui t'a comme vraiment transmis un peu sa passion. Ton père, qui était directeur photo, qui était directeur photo, monteur, réalisateur. Ouais. Il était pas mal d'affaires en même temps. C'est parce que dans ces années-là, tu faisais un peu tout, là, en fait. C'est ça, lui. Les premières années de l'ONF, puis, fait qu'il il est surtout... il a commencé comme directeur photo, comme cadreur. Ouais. Puis après ça, il est devenu réalisateur. Monteur, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix, là, je te dirais. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas... Il a jamais revendiqué le rôle de monteur, vraiment. Dans ton cas... T'as été élevé dans le cinéma, évidemment. Ouais. Tu sais, puis tu dis, il était très présent, il était pas très présent. Non? OK, allons avec ça. Non, mais c'est juste parce qu'il était toujours en tournage, tu sais. Il était super cool, là, tu sais, avec moi, j'ai vraiment une super relation avec, mais il était toujours en tournage. C'est quelqu'un qui... Êtes-vous plusieurs enfants? J'ai 2 demi-frères qui sont plus vieux que moi. 2 demi-frères d'une autre relation. Ouais, exactement. OK. Et qui sont plus vieux. Donc, toi, t'es le petit. Ouais, moi, je suis plus jeune. OK, parfait. Ouais. Et comme tu dis, il travaillait tout le temps. Tout le temps. C'est une génération qui... Je veux dire, lui c'est un vrai self-made man. C'est-à-dire que
il a été mis à l'adoption à l'âge de 2 ans. OK. Et puis, il a été adopté par la famille Labrec. Puis, puis ses parents adoptifs sont morts alors qu'il était très jeune, il était adolescent. Ah mon Dieu, OK, il a vécu... Et il est parti, il est tombé sur le marché du travail, je crois qu'il avait 16 ans. Puis, il a tout appris par lui-même. Hey, d'ailleurs, attends, parce qu'on embarque dans le sujet comme tellement facile. On va le nommer. Jean-Claude Labrec. On va pas le nommer. On va le nommer. Donc, OK, 2 ans, adopté par ses parents adoptifs jeunes. Mm-hmm. Puis il se met à travailler. Mais il se met à travailler dans le cinéma jeune? Non, il ne fait pas... Non, en fait, ben oui, très jeune. En fait, il était assistant photographe pour qu'il faisait des photographies de mariage. Et il y avait c'était avant l'ONF, c'était pas l'ONF, mais c'était c'était un autre nom. OK. Puis il avait appliqué là avec l'aide de Duplessis. D'ailleurs, le film Les Vautours, là, qui est son 2e long métrage, c'est son histoire. C'est toute son histoire. OK. Puis il a commencé à travailler comme assistant caméraman là, puis après ça, il a switché à l'ONF à Montréal. Ouais. Puis il y avait, je sais pas quel âge qu'il avait, mais il était très très jeune. Puis il n'y avait pas un lieu pour vraiment étudier ça à l'époque? Là. Non, en plus, il n'y avait pas de lieu du tout. Donc c'est quoi? Il aimait aller aux vues, sûrement, quand il était jeune, puis il a dit, je vais faire un métier. Exactement, ouais. Lui, il était chez les frères. Il y avait le cinéma tous les vendredis, ou je sais pas trop quoi. C'est là que les premières fois où il a compris c'était quoi. Puis je sais pas, la photographie, le cinéma, rapidement, il a décidé d'en faire un métier. Et puis, parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, il n'y avait rien à se raccrocher. Puis il a tout appris par lui-même. C'est complètement débile, ça, penser ça. Là. Ouais, c'est fou. Moi, ça m'a toujours très impressionné, son histoire. Puis ces pellicules, là. Parce qu'il n'y avait pas de référence, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de frère. Il était tout seul. C'est tout seul. Puis il faut que tu crois relativement bien en toi pour te lancer dans ce milieu-là. Ouais, vraiment. Puis c'était le début du nouveau cinéma, puis du nouveau documentaire, puis il a réussi à faire sa marque à côté de Michel Brault, puis à côté de... Des gros noms. Là. Ouais, quand même, là, tu sais. Fait que moi, ça m'a toujours très, très impressionné. Est-ce que le fait qu'il n'y avait pas une famille, justement, une famille dite immédiate, tout ça, est-ce que c'est quelqu'un qui était justement dont les rapports amicaux, les relations, les amis, l'amitié, ça devait être quelque chose de super important pour lui? Ben ouais. Nous, on a fait... C'était tout? Ben, c'était tous ses amis, c'était toutes les... Tu sais, je veux dire... Moi, j'ai passé ma jeunesse, tous les dimanches, il faisait table. C'est-à-dire qu'il recevait tous ses amis. Tous les dimanches. Fait que ce soit à la spaghettata, soit au Laurier Barbecue, soit au... name it, là. OK. Puis il faisait des dîners. Fait qu'il, je sais pas trop, là, il s'installait à table à 10h, là, puis là, les gens passaient, puis là, ils mangeaient leur verre, jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. Tous les dimanches, là, moi, j'ai vécu ça longtemps. Oh, ouais. Moi, je dormais en dessous de la table, puis j'étais tanné d'être là. Mais quand j'y repense, maintenant, je me dis, c'est fou quand même, là, parce qu'après ça, il y avait les Denis Arcand qui passaient, les Gilles Vigneault, le monde venait prendre un verre. De prendre un verre, ouais. Puis ça discutait du métier, ouais. des idées, exact. Des échanges. Ouais. Il était très proche des musiciens, là, les Jacques Etu, André Prévost, ouais. tout ça, là, c'était ses grands amis, Jean Laurando. C'était ses grands amis. Ouais. Puis ça, c'est les gens que j'ai vus le plus dans ma vie, moi. Mais voyons, non. Ouais. Je m'attendais pas à entendre le nom André Prévost aujourd'hui. Ouais, non, c'est fou. Ouais. Puis j'étais assez ami avec son fils, Yannick. Puis on était tous des lions, en fait. Jacques Etu, André Prévost, Jean Laurando, moi, on était des lions. Puis toutes les fins de semaine, pas toutes les fins de semaine, mais toutes les années, au mois d'août, on faisait une fête des lions. Quand t'as fait? Puis le 2 août. Oh ouais. Wow. Puis là, il y avait une fête des lions. Là, on se donnait des cadeaux avec T'as connu Jacques en plus. T'as connu Jacques Ouais, puis c'était toujours chez Jacques Etu, en fait. Ouais, j'étais toujours chez Jacques. Je l'aimais tellement, Jacques. Ouais. Il était tellement un air. Ouais, c'est un bonhomme, ouais. Fait que moi, ça a été ça, ma jeunesse, beaucoup, là. Tu sais, il y avait ma mère aussi qui était dans le cinéma. Moi, j'étais très proche de ma mère. OK. Ma mère était et ta mère, c'est qui, ta mère, excuse-moi? Louise Ranger. Elle est décédée maintenant, mais elle a produit les premiers films de mon père. OK. Elle a produit tous les premiers films de Gilles Carle, tous les premiers films de Denis Arcand. OK. C'était une des premières femmes productrices au Québec.
Fait que moi, j'ai été très, très proche de ma mère. Puis, fait que, tu sais, j'ai baigné là-dedans, c'est toute ma jeunesse. Mais ça. Elle t'a amené au cinéma? Mon père m'amenait plus au cinéma que Ok. ma mère. Ouais, En quoi ta mère, je suis juste curieux, en quoi ta mère était marquante plus dans l'éducation? Ouais, dans l'éducation, elle était beaucoup plus présente. Ok. Elle m'a fait voyager. Tu sais, elle était capable de prendre des vacances, là, contrairement à mon père qui prenait pas de vacances. Puis dans les confidences, puis dans le lien intime là, de la chose. Là. Exact. OK. Ouais. Wow, OK. Et évidemment, eux, ils ont connu, j'adore, comme tu dis, self-made. Ils ont vu comment ça marchait, ils ont comme tricoté leur propre business à travers ce temps-là où est-ce que justement l'ONF apparaît, bon, ce truc-là. Et là, vient toi qui décide d'en faire un métier. Ça, c'est arrivé quand, ça? Quand est-ce que tu as comme réalisé que ça allait être ça? Ben, moi, j'ai souvent raconté cette histoire-là, là, mais en fait, c'est que moi, je voulais être directeur photo. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est... Tu sais, moi, ton directeur photo, j'ai appris c'était quoi... Quand j'avais 16, peut-être. Tu sais, j'étais abonné à la revue Première, puis là, j'ai comme compris le concept du truc. Oui, je comprends, t'sais. Mais moi, c'est ma vie, dans le sens où, tu sais, mon père, il y avait une caméflex à la table, tu sais, tu comprends? Ouais. Il y avait une 1000 mm qui traînait dans le passage. Tu sais, dans le sens où, pour moi, ça a toujours été ça, ma vie, tu sais. Puis on regardait des films, puis là, il me parlait de la lumière des films, ou on avait le livre d'Henri Alcan qui traînait ça à la table. Tu sais, dans le sens où c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, je sais pas... Mais est-ce que dans le chemin, mettons, quand oui, tu as dû affirmer à tes parents, je voudrais faire de la direction photo, il y avait un autre chemin dans ce temps-là déjà? Est-ce qu'il y avait un endroit pour l'étudier? Ou plutôt même ton père disait, ben tant mieux, ben regarde, c'est parti, tu y vas, tu le fais? Ouais, non, mais c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de place. Là. Il y avait l'UQAM, puis il y avait surtout Concordia qui était la place la plus reconnue. Ouais. L'INIS n'existait pas à ce moment-là. Mais moi, c'était trop... j'avais le goût de faire ça, mais en même temps, c'était trop facile. C'est-à-dire que c'était comme trop... C'était trop tracé. Je me trouvais cliché, même. J'aurais pu faire... Tu sais, dans mon plan, au début, c'était... Je m'en allais au Cégep Saint-Laurent en cinéma. Après ça, je rentrais à Concordia. Puis là, ben, c'est ça que j'allais faire, tu sais. Puis, on dirait que je me disais, mon Dieu, je me semble que je suis jeune un peu pour que ça soit tout tracé déjà, tu sais. Mm-hmm. J'ai dit, j'avais besoin aussi de couper les liens avec mon père, là, de me détacher, puis de ma mère, puis le cinéma, puis tout ça. Là, fait que j'ai dit, je vais faire un truc sur lequel mes parents n'ont aucune amitié, puis je vais faire du théâtre. Je vais aller en théâtre. Puis ça va me donner juste une meilleure base. Fait que je vais faire 4 ans de théâtre. Puis en sortant de l'option théâtre, je vais aller à Concordia. Comme ça, je vais arriver là avec un bagage complètement différent. Comme comédien? Non, mais non, en technique. À la technique de théâtre qui était à l'École nationale. Ben, il y avait l'École nationale, puis il y avait le Cégep. OK. Sainte-Thérèse, à l'option théâtre Cégep Sainte-Thérèse. Mais moi, je sortais du secondaire, fait que j'avais pas fait mes 3 cours de Cégep, parce que tu peux faire les deux en même temps. OK, ouais, je vois. Fait que je disais, je n'irai pas à l'École nationale, puis je vais faire l'option théâtre. Est-ce qu'eux t'amenaient au théâtre? Mon père, il m'a amené un peu, parce qu'il y avait des amis, évidemment, qui jouaient au théâtre, mais pas de temps. On n'était pas une famille de théâtre. C'était pas tant le truc, là. Vraiment pas. Mais tu avais quand même, pour décider d'aller là, tu avais sûrement vu quelque chose qui te plaisait. Pas tant? Ouais, on dirait que je connaissais pas. C'était vraiment... C'était plus la dramaturgie qui m'intéressait, je pense. Tu sais, je savais que j'allais avoir des cours de dramaturgie, d'histoire du théâtre, puis on dirait que c'était plus ça que j'allais chercher à ce moment-là, étrangement. Puis... Ce qui est correct. Tu sais, on dirait que je me disais, ça va juste me faire un bagage différent que tous les autres bagages de gens qui vont au cinéma. Je vais avoir un bagage de théâtre pour aller faire du cinéma, tu sais. Puis, c'est ça mon plan. Puis mes parents étaient comme, cool, ouais, bon chemin, c'est différent, ça va être super, tu sais. Fait que là, je pars, je m'en vais à Sainte-Thérèse, c'est 4 ans de cours. Mm-hmm. Puis c'est quand même très intense. Et puis là, je sors de mes 4 ans, puis là, je découvre la conception d'éclairage sur scène. Je rencontre Serge Deloncourt, qui me fait faire le show un des shows de finissant, avec qui je m'entends vraiment bien, niveau lumière. Puis là, je sors, puis je suis un peu brûlé. Fait que je fais, je vais prendre une année sabbatique avant de rentrer à l'université. Bon, tu sais, une année sabbatique. Je vais prendre une année off. Une année off, justement. D'école. Puis dans un an, j'entrerai à Concordia en cinéma, ce qui n'est jamais arrivé. Parce que pendant cette année off, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je veux dire, je me suis mis à travailler. On m'a engagé sur des plateaux de télévision. Étrangement, je me suis mis à travailler sur Watatata. T'avais toi tête? Ouais, j'ai travaillé sur Watatata. Ouais. J'ai fait ça pendant... C'est pas dans ton CV, ça? Non. La princesse astronaute. J'en ai fait une couple avec Jean-Claude Leblanc, qui était fantastique. Avec ça, je faisais toutes mes autogérées de théâtre.
de conception d'éclairage. Il y avait plein de monde qui me demandait pour faire des shows de théâtre comme concepteur. Puis je disais oui, tu sais. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Fait que finalement... Le temps file. Ben, le temps file. Puis j'avais du fun. Là. J'avais du fun. J'avais une famille. Tu sais, j'avais une famille de théâtre. J'avais une famille de Puis la famille de théâtre, c'est très différent, justement, du milieu du cinéma, tu sais. Parce que le milieu du cinéma est quand même assez éphémère. C'est justement, juste dans la façon de la production, c'est bien plus intense au théâtre, là. Oui, puis c'est 30 jours, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, comme tu dis, tu sais, puis les heures qui mais c'est un autre mode de vie, là, complètement. Ton père, je présume que tu le considères comme un genre de mentor quelque part. Mais moi, ou comme grande influence. Oui. Moi, ce que je suis curieux, c'est pour ton expérience, justement, de théâtre, qui a été la personne qui t'a le mieux dirigé là-dedans, qui t'a influencé le plus dans ton parcours? Comme concepteur d'éclairage? Ouais, exact, ouais. Ben, c'est une question difficile. C'est-à-dire que moi, les shows de théâtre qui m'ont le plus impressionné, c'est quand c'est des spectacles éclairés par Michel Beaulieu. Puis je me souviens... Michel, là, moi, ça... Ah non, hein? Je sais pas c'est qui. OK. Alors, Michel Beaulieu, c'est sûrement notre plus grand concepteur d'éclairage, là, avec Guy Simard. Puis Cernovitch, qui était là juste avant. Ils ont pratiquement inventé le métier au Québec. C'est-à-dire qu'avant Michel Beaulieu, il y avait Cernovitch qui était là, qui faisait beaucoup de ballets, puis tout ça. Puis Guy, Michel, là, qui est une génération plus vieille que la mienne. Moi, quand je suis sorti, je pense que Guy, Michel, puis peut-être quelques autres personnes, là, Claude Acolance, etc., mais surtout Michel et Guy faisaient toutes les shows de théâtre à Montréal. OK. C'était leur contrat, c'était leur affaire. Des fois, Michel il était capable de faire les 4 TNM ou les 5 TNM par année, les 4 rideaux verts, les 3. Il était très, 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 très présent sur les scènes québécoises. Il faisait tout. Mais c'était une gig, justement, qui était réservée à peu de gens. Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. C'est ça. Puis moi, j'allais voir les shows de Michel, puis de Guy, puis je faisais « Oh my God! » Guy a une esthétique que j'aime beaucoup, mais qui me ressemble moins. Michel avait quelque chose qui venait plus me chercher, puis j'adore Quand tu dis qu'il vient plus me chercher, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vient... C'est dur à mettre des mots, là. C'est plus en matière d'émotion, en matière de cadrage? C'est plus d'esthétique, en fait, je dirais. OK. C'est une esthétique qui me ressemblait plus, je crois, que celle de Guy. Puis après ça, j'ai beaucoup de respect pour Guy, puis il y a plein de choses que j'ai vu de Guy que j'ai beaucoup aimé, mais Michel, il y avait quelque chose qui venait plus me chercher. Enfin bref, tout ça pour dire que j'allais voir les shows. Je faisais, OK, moi, on dirait que c'est un peu ça que j'ai le goût de faire, tu sais. Puis Michel était tout un personnage, là. Il était rock. Il était coloré. Puis ouais, tu sais. Puis moi, il m'a beaucoup influencé, puis il m'a beaucoup blasté, puis il y avait un rapport un peu amour-haine avec moi, parce que quand je suis arrivé, j'ai enlevé de la job, qu'est-ce que je te dis? Je suis arrivé, puis les metteurs en scène avec qui il travaillait, tout à coup, ils m'appelaient. Mais qui était un peu fâché. Puis en même temps, il était gentil aussi, parce qu'il voyait bien que je faisais pas n'importe quoi. Fait qu'on a eu un espèce de rapport, mais il m'a beaucoup influencé dans sa... Il est encore là? Non, il est décédé il y a 2 ou 3 ans, je crois. OK. Puis ouais, il m'a beaucoup influencé par sa... les shows qu'il a fait, là. C'est sûr que tu as déjà vu des shows de lui, là. Oui? Ah ouais, c'est celui qui a fait Le Temps et la Chambre au TNM, c'est lui qui a fait AA, celui qui il a fait des grands spectacles. OK. Mais il a fait aussi Diane Dufresne, il a fait beaucoup de... Fait que, bref, je pense que ça a été une influence majeure pour moi. T'sais. Souvent, je pense à Michel. T'sais. OK. Puis c'est ça. Après ça, Serge Noncourt, dans comme collaborateur, comme metteur en scène, il m'a amené à des places que je pensais pas où je pouvais aller, puis il y a forcément une très très grande influence. On peut-tu parler du travail, si tu veux bien, parce que moi je l'ai vécu un peu, mais pas de temps, parce que tu sais, nous musiciens de scène, c'est un peu ça va être horrible ce que je m'apprête à dire, mais c'est pas grave. Mais tu sais, le concept d'éclairage pour un musicien classique, c'est est-ce que je peux voir mes partitions oui, je sais. Et pas avoir un spot d'en face. Le reste, on est drillé à faire je sais. whatever. Je sais. T'sais.
on a comme pas une grande sensibilité à ça. Moi, ça s'est développé avec le temps parce que à cause que j'ai commencé à faire des trucs un peu avec le théâtre, j'ai fait des trucs beaucoup avec la danse contemporaine. Mine de rien, avec la danse contemporaine, t'es obligé d'être beaucoup en symbiose avec ce concept-là de l'éclairage. J'ai appris avec ça. Ouais. Et aussi, le travail me fascinait beaucoup. J'ai eu des réunions où est-ce que j'étais comme conseiller musical. Puis quand on faisait des réunions avec le ou la chorégraphe, ben il y avait toujours le concepteur d'éclairage qui était là, dans ces réunions-là. Alors je disais, pourquoi exactement maintenant là, on parle de musique, mais elle faisait non, c'est important parce que il faut comprendre l'affaire, il va écouter les trames, il va savoir où elle est. Je trouvais, puis ça m'avait surpris un peu ça, ces rencontres-là, ces discussions-là. Ouais. Et finalement, la relation chorégraphe ou encore metteur en scène et la personne qui s'occupe justement de faire toute la conception d'éclairage, c'est vraiment la même relation qu'au cinéma avec ton directeur photo. Là. C'est complètement la même chose. C'est une symbiose, il faut que vous ayez une espèce de communication vraiment bonne dans laquelle vous vous comprenez et le temps aussi, le temps de travail, il est quand même, mine de rien, un peu limité. Il est très court. Il est très court. Donc, voilà ce que je veux. Et là, c'est là que je m'en vais. Comment on se prépare pour quelque chose comme ça? Est-ce que tu es un gars qui doit faire un paquet de dessins, qui doit calculer? Tu vas avoir des répètes? Tu vas voir qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement? Premièrement, par rapport, je veux juste revenir à ce que tu disais par rapport au directeur photo. Là. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a deux grandes différences. Hein. La différence, c'est qu'on a un frame. C'est-à-dire qu'on a un cadre. Oui. Hein? On n'a pas des gros plans, un plan américain, un wide shot, un establishing shot. T'sais, on a un plan. La deuxième chose, c'est qu'on travaille avec notre œil. On ne travaille pas avec des lentilles, avec une sensibilité de pellicule. On ne peut pas aller en post-prod, changer de couleur. Ça se passe avec notre œil. Fait que ça, c'est deux choses pour moi qui sont... Après ça, le reste est pour moi assez similaire. Puis le processus est différent pour tout le monde. Évidemment, moi, je vais parler du mien. Le mien, répétition, discussion avec le metteur en scène. Moi, je suis pas un très bon lecteur de texte. Je lis pas bien les textes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup parler avec le metteur en scène avant de lire un texte. Okay. Mais ça, je l'ai développé avec le temps. Je me suis rendu compte que finalement, parce que je lisais le texte, je me faisais une idée en tête. Je disais, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, je parlais avec le metteur en scène, il faisait, non, moi, je m'en vais à gauche, alors que moi, je pensais qu'on était à droite. Fait que souvent, maintenant, j'aime beaucoup ça, parler avec le metteur en scène puis lire le texte après. Comme ça, je le lis dans son intention. Ouais, dans son intention, dans son regard. Le plus possible, tu sais. Puis là, après ça, moi, j'amène mes choses. Évidemment, je suis pas dans sa tête non plus. Fait que j'amène mes nuances à moi. Je suis très, très instinctif. Je dois avouer que depuis, ça va bientôt faire 30 ans là, que je fais ça. Là, mon instinct, je m'appuie beaucoup dessus. Donc, je fais pas beaucoup de dessins. OK. Je suis pas très bon techniquement. J'ai jamais été très bon techniquement. Ça veut dire quoi, ça? Je suis pas bon avec les consoles. Je connais pas bien l'électricité. Toi, t'as pas un iPad? Tu fais pas ça sur iPad comme tout le monde aujourd'hui? Je suis mal organisé. Je suis pas super bon. Ça parlons-en un instant. Parce que moi, quand c'est rendu... Ça fait quelques années, là. Ça fait quand même un bout, là, que là, je vois des soundmen arriver sur la scène, ils parlent, ils ont leur iPad, puis ils disent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu un peu de ça? Un moins de ça? Puis là, ça me fait fuir. Puis là, j'ai commencé à voir des éclairagistes qui commencent à faire la même heure. Tu fais ça, toi aussi? Non. OK. Mais ça, tu sais, ça me faisait freaker. Là. J'étais comme, OK, là, on est rendu où avec cette technologie-là de contrôler sur le coin de ta main en te promenant à 360 degrés? Tout ça, c'est comme complètement insane. Mais je veux dire, la technologie avance à une vitesse, mais c'est pas possible. Puis il y a quelque chose qui me fascine là-dedans puis que j'adore. J'adore être entouré de geeks qui connaissent super bien ça. Puis j'adore ça parce que les autres, ils ont la patience de fouiller, de lire les manuels, de checker, tester, se tromper. Moi, j'ai pas cette patience. Ça me rend malade. Je vais faire un parallèle avec un copain qu'on a en commun, Philippe Brault. Oui. Moi, je parlais avec Philippe, puis je disais, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais à la maison quand tu travailles? Tu sais, à part quand t'es pas en train de produire un article, là, il y a telle app qui vient de sortir, qui a tel genre de son, puis là, je bisoune là-dedans. Puis je suis comme, il me décrivait un peu ce qu'il faisait dans sa journée. Pour moi, ça, c'est l'enfer. L'idée de sur un nouveau logiciel d'une affaire qui est supposément va te faire.
rien qu'y penser, là, puis t'as le manuel, tu gosses, tu trop aimes. Puis, tant mieux pour Philippe, parce que lui, il va aller trouver des outils extraordinaires pour s'améliorer. Moi, je ne peux pas m'imaginer faire un instant ça. Mais moi, je suis un peu comme toi, puis des fois, je me sens un peu... un peu loser là, quand je suis avec d'autres mondes qui sont super bons là-dedans, puis je fais, hey, moi, je le sais pas de quoi vous parlez, tu sais. Là, dernièrement, j'ai fait une prod, tu sais, avec le vol de l'oiseau mécanique, tu sais, puis on fait une co-conception avec Yves Aucoin. Puis Yves, je sais pas moi, il y a 10 ans de plus que moi, Yves. Puis lui, c'est un gars de même. T'sais, il lit le logiciel, il connaît tout. Il est super bon, il est super tête. Il est à jour. Il connaît les affaires. Lui, il aime ça, là, tu sais. Puis avec Jonathan Levac, qui était notre programmeur, lui, c'est x2. Hey, tu sais, des fois, j'étais assis autour de la table, puis je me disais, pourquoi je fais ce métier-là? Je me sens pas bon, là, tu sais. Voyons donc, je devrais me forcer, Mais tu sais, après ça, je m'installe, puis là, ça me prend 15 minutes, puis je pense à d'autres choses. Tu sais, on dirait que je l'ai pas. Fait que j'imagine que j'ai un autre talent. Là. Je dois avoir d'autres choses. Il faut que j'aille piger là-dedans, parce que... Tu vas attraper des moments. Hein? C'est parce qu'il faut... C'est ça aussi, c'est que la technique, c'est cool la connaître, mais évidemment, il faut que tu sois capable de faire la part de l'utiliser, justement, à bon escient, puis d'être capable d'aller chercher... Parce que dans ton cas, c'est vrai, c'est cool, parce que comme tu dis, c'est un frame, c'est juste... Ouais. Tu sais, tu peux pas faire... Il y a des choses que tu peux pas changer face à ça. Donc, il faut que tu sois capable de bien manier ça. Moi, je pensais beaucoup aujourd'hui à toi, parce que je me disais... C'est soit j'ai eu l'espèce de théorie que les chefs d'orchestre, l'orchestre symphonique, sont pas à la bonne place. Ils sont pas sur scène, trop proches des musiciens. C'est sûr que la communication est bonne avec eux, sauf qu'il ne sait pas à l'extérieur nécessairement si la balance est bonne par rapport à la salle. Ton positionnement est probablement où est-ce qu'un chef d'orchestre devrait être installé. Moi, j'ai toujours pensé ça, et qu'on devrait le filmer. Avec les technologies, on devrait le filmer, puis il y a un hologramme sur scène qui dirige. Moi, je pense que ça devrait être ça aujourd'hui. Mais, peut-être que je me trompe. Maintenant, ça m'amène à ta position. Parce qu'après, je me suis dit, est-ce que c'est nécessairement la meilleure position d'un éclairagiste d'être là? Parce que c'est sûr que quand t'es en arrière, t'as une certaine vision globale, justement, de ce frame, de cette image-là. Et une salle, ben justement, différemment où est-ce que t'es positionné, l'angle, tout ça, tu verras pas les mêmes choses. Tu peux pas expérimenter la même chose, t'sais. Ouais. Toi, dans ton cas, justement, quand tu travailles, tu te promènes dans tous les sens, tous les sens pour essayer de sentir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche. Est-ce que ça arrive des moments où est-ce que, justement, tu fais, je vais aller super gros à gauche, dans le fond, puis là, je vis une affaire, puis là, tu vas de l'autre, tu fais, mais il se passe pas la même chose émotionnellement. Ben oui, tout le temps. Puis tu joues avec ça? Ben, t'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu fasses des concessions parce que ça se peut pas. Mais au théâtre, c'est moins pire. Au théâtre à l'italienne, c'est moins pire. Mais supposons un show de chapiteau, un show de cirque où on est sur 270 degrés. Hey, tu sais, j'essaie que ça soit beau pour tout le monde, mais à un moment donné, t'as pas le choix. Il faut faire des concessions. Les choses que tu vas sacrifier parfois. Ben oui, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont assis sur le côté qui verront pas la même chose, mais c'est bon dans toutes les... Sauf au son, en général, le son, ils sont capables de donner le même son un peu partout, mais évidemment que la scénographie sera pas là, ils n'auront pas la même vision que la scénographie, ils n'auront pas la même vision de l'accro, ils n'auront pas... C'est un tout, là, tu sais, 270 degrés ou 360 degrés, tu sais, tu vois pas la même chose tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. La conception, c'est un truc. Ouais. Vient le jour de première, cool, vous faites une petite run, c'est super. Ouais. La tournée. Ouais. T'aimes ça? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Faire de la tournée. Non, j'ai jamais fait de tournée. T'as jamais même pas fait un petit peu? Ouais, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait une tournée quand on a fait Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. C'était une tournée européenne. Puis c'était vraiment des cool villes. Ça, je l'ai fait. Mais sinon, non. Moi, je suis pas capable de regarder le même show 20 fois. Ça me rend fou. Donc, quand tu fais une conception, une fois que la conception est cannée, faite, et que, mettons, un show par un an, t'as une gang qui part avec, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, ouais. J'aime se retourner. Là, tu sais, j'ai la chance de faire des shows au cirque. Puis là, tu sais, je sais pas, moi, Cortéo, je l'ai fait en 2005. Tu sais, ça commence à faire longtemps. Ouais. Je trouve ça fantastique, retourner, là, j'adore ça. Retourner, faire des modifs, tout ça, j'aime ça, tu sais. Faire 10 shows semaine pendant 10 ans,
Tu perds la tête. Ma santé mentale, ça serait pas bon du tout. Là. Mais même 35 shows, je suis pas capable. Juste peser sur Go, envoyer mes cues. T'as-tu fait ça? Ben, je l'ai fait un tout petit peu, là, au tout début. Moi, je l'ai fait un peu, puis je faisais, non, ça... Non, mais mettons une run, mettons TNM, théâtre, tu vas faire la run. Non, mais non. Même pas? Non. Mon contrat est fini du jour de la première. T'es là à la première. Ouais, après, c'est fini. Puis après, il y a quelqu'un qui est un assistant qui est là, qui Non, était présent. Non, mais les théâtres institutionnels, ils ont quelqu'un sur place. Le chef électrique, en fait, qui lui, va s'occuper du bon fonctionnement. Tu m'apprends des choses aujourd'hui, quand même. Ouais. Fait que, tu sais, en général, ou sinon, c'est le régisseur. Sinon, ça va être le OK, régisseur carrément, qui va peser sur tout. OK, parce que c'est déjà programmé. Ouais, c'est programmé déjà... dans la console, puis tout ça. Fait que le régisseur, lui ou elle, va partir le show, puis ils vont rouler le show pendant 30 jours. Ouais. Okay. Mais les théâtres institutionnels, du CEP, TNM, etc., eux, ils ont quelqu'un sur place qui s'occupe juste de l'éclairage. Wow. Mais moi, je peux pas, tu sais, j'en ai fait au tout début, là, puis après 10 shows, je tombais dans l'une, je pensais à d'autres choses, je ratais des cues, je suis super nerveux en plus, je suis pas capable d'envoyer mes cues à bonne place, parce que je pense à 10 000 affaires, puis non, c'est... bref, écoute, hier, j'étais allé voir un show, c'est le festival Just for Laugh en ce moment, puis j'étais un gros conservateur d'humour, puis il y avait un show cabaret, là, tu sais, le genre Théâtre Sainte-Catherine, tu connais, c'est une toute petite place, 80 personnes qui fait là-dedans, puis il y avait un duo qui est extraordinaire, qui s'appelait Brightannic. Puis c'est deux gars qui font du sketch, mais avec rien, ils n'ont pas d'objet. Ils sont vraiment dans la théâtralité de leur truc. C'était super drôle, mais écoute, le gars, puis c'est pas un gros kit d'éclairage qu'ils ont là-bas, mais les cues, le nombre de cues, puis ça allait vite. Ah ouais, hein? J'étais... À la fin, là, j'étais comme ils devraient mettre... À la fin, ils saluent, ils sont partis, j'étais comme ils auraient dû mettre l'éclairagiste parce que ça allait d'une rapidité qui me faisait peur à la France. C'était tellement rythmé, là. Puis il devait être sa console, puis il connaît, je pense, il peut dire chaque mot par cœur pendant qu'ils le font, là. C'est quand même un talent de faire ça. C'est une autre chose. C'est pas de joke qu'il y a des opérateurs qui sont absolument fantastiques, là. C'est pas, c'est juste, je parle vraiment de moi, je serais pas capable de faire tout. Tu sais, je veux dire. C'est pas du mépris, ce qu'on dit. Non. J'adore les, en fait, ça me fait... Souvent, les opérateurs, ils vont faire « Hey, tu sais, si je te devance ce cue-là de 0.5 secondes, ça va tomber sur sa cymbale. Hey, à ce moment-là, quand il fait ce mouvement-là, je pourrais l'envoyer là à plat. » Tu sais, tout ça, là, moi, je suis comme « Hey, vas-y, fais-le. » Pour moi, c'est vraiment un métier comme les gens qui font du follow spot. C'est vraiment un métier, pour moi, qui est super important. Puis... C'est un métier stressant, étrangement, là, une drôle de question, là. Ben, tu me sembles d'une personne super calme. Ouais, je pense que je suis relativement calme. Oui, c'est stressant parce qu'on n'a pas de temps, en fait. C'est plus ça. C'est que les entrées en salle sont tellement courtes au Québec que tu peux pas vraiment te tromper. Puis c'est plate parce que se tromper, c'est un peu le fun. Ah oui? Tu sais, d'accrocher puis prendre un risque. Tu sais, mais... Fait que la part de risque est un peu plus difficile quand tu fais des gros shows, puis t'as 7 jours ou 10 jours d'entrée en salle, quand il y a beaucoup de technique, quand il y a beaucoup de... Si en plus, ben là, finalement, tu te dis « Hey, je me suis trompé, mon accrochage de 400 lampes, ça marche pas. » Ben, t'as pas de place de te rattraper, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois quand même sûr de tes affaires. Moi, je me garde un buffer, là, souvent, là, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais... J'essaie de me placer une dizaine de lampes que je focus puis que je sais pas ce que ça va faire, supposons. Tu sais, que j'ai pas dit... Parce que quand je dessine un plan, en général, chaque lumière que je dessine sur mon plan, je vais savoir exactement ce qu'elle va faire, ou presque. Tu sais, j'ai à 99%. Je sais exactement chaque projecteur ce qu'il va faire. Puis, je me donne un 10% là-dedans que je sais pas. Puis c'est ça mon test. C'est ça mon apprentissage, il se trouve dans ce 10%-là, c'est-à-dire que des couleurs que je connais pas, des angles un peu weirdo qui ne fit pas avec le show. Tu sais, puis des fois, je les utilise pas du tout, là. Je les allume même pas. Là. Mais ils sont là. Puis des fois, je les allume, puis je fais « Ah, mais peut-être... » Puis des fois, ça me revient genre 2 shows plus tard. Je fais « Hey, cette couleur-là, c'est vraiment pas pire, tu sais. » Puis là, je vais la récupérer parce que je l'ai vu allumer. C'est une chose, hein, entre réfléchir... l'éclairage sur papier, en parler avec un metteur en scène, voir des répétitions, et l'accrocher, l'allumer et le mettre dans un contexte, dans une salle noire, c'est tout un monde. Là. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu fermes les lumières d'un théâtre, puis tu allumes ta première lampe, c'est là que tu sais si ça marche ou ça marche pas. Tu sais, tu fais « Ah ouais, ok. Ah ouais, ça donne ça. Ah ouais, ok, la patine, elle sort de même.
oh mon Dieu, le costume, c'est dommage spécial. Le visage. Les visages. Ouais. Là, tout à coup, tu as toutes sortes de... Fait que là, le reality check, il est là, puis c'est 3 jours avant la première. T'sais. Fait que tu fais, OK, là, on va faire ça demain, on va faire ça demain. Fait que faut que tu te... Fait qu'il est là, le stress, là, pour revenir à ta question. Là, il est un peu là, le stress, tu sais. Donc, quand ce genre de prod-là arrive, puis qu'on se rapproche de la première, c'est peut-être un temps familial où tu vois moins ta gang. Parce que là, non, mais là, oublie ça. Je vois personne. Tu vois personne. Non. C'est le rush total. Ben, tu sais, comme dans le sens où des shows, tu sais, c'est 7 jours, 10 jours, je sais pas trop quoi, là, tu sais, les 15 jours, les prods au Québec. Mais quand tu tombes sur un show du cirque où là, tout à coup, c'est 4 mois d'entrée en salle. Ouais. Ça doit être le fun, ça. Avril. Ouais, c'est super le fun. C'est une autre dynamique, tu sais. Mais là, tu peux un peu te tromper. Tu peux accrocher des affaires, allumer des trucs, faire « Hey, finalement, ça marche pas, on va déplacer ça. » Ça, c'est un luxe que peu de gens ont, puis moi, j'ai la chance de l'avoir aussi. Ça, tu l'as fait quand même plusieurs fois à date. Là. C'est depuis 2005? Ouais, c'était mon 10e cette année, ouais, avec Echo. C'était ma 10e création. Que tu as terminé dernièrement? Là, ça fait pas longtemps. Au mois d'avril. Ouais. Mois d'avril. Ouais. T'es content? Ouais, je suis vraiment content. C'est un drôle de mandat parce que c'était pas mon kit, en fait. C'était pas mes choix. Okay. Parce que c'était avant la pandémie avec S. Devlin. Puis quand S. Devlin est pas revenu après la pandémie, ben, le concepteur d'éclairage, il a décidé de pas revenir. OK. Puis, mais le kit était acheté, il était accroché, tout ça. Fait qu'on m'a dit, peux-tu prendre ses affaires à lui puis faire un show avec ça? Fait que c'était vraiment un mandat différent. Ben, étrange un peu, parce qu'il y avait des pattes qui avaient été mis déjà dedans, puis là, tu dois comme manier. Exact. Je suis pas dans sa tête. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, pourquoi il avait accroché ça là? Mais, ouais, overall, je suis quand même content. Puis, tu sais, je connais bien la machine. Tu sais, ça fait quand même longtemps. Je connais, ben oui. Puis, tu sais, c'est une grosse machine, le cirque. Tu sais, avec toutes les bonnes affaires, puis les moins bonnes affaires, là. C'est une multinationale, là. Tu sais, fait que ça vient avec toutes sortes de bébites. Puis, fait que, ouais, je suis content quand même. Puis ça va continuer encore, des collaborations comme ça? Ben, j'espère, là, tu sais. Après ça, comme je dis souvent, j'ai dit, moi, je pourrais pas faire juste du Cirque du Soleil. Tu sais, je pense que ben, premièrement, familialement, c'est très difficile. Fait que là, cette année, j'ai une année juste de théâtre, tu sais. Puis ça, je suis content, je suis vraiment content. Ouais. Tu sais, je pourrais pas faire juste des shows de cirque back-à-back. J'ai besoin de revenir à Petite Licorne. Tu as fait la petite? À la salle Jean-Claude Germain. OK. Tu sais, j'ai besoin de revenir à ça, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que souvent, les metteurs en scène, ils me téléphonent, genre, hey, je le sais, là, c'est un petit show à ça, tu sais, quand Justin m'a appelé à la salle Jean-Claude Germain, je sais pas si ça t'intéresse. Puis comme, Justin Larrabee? Ouais. Je l'aime bien, lui. Ouais, j'aime bien moi aussi. Puis là, je suis comme, ben oui, man, tu sais. Puis lui, il a eu le gars de m'appeler, mais il y en a plein qui n'ont pas le gars de m'appeler qui font, ah, ben là, Martin, il fait juste le cirque, il fait juste des gros shows, mais je suis comme, non, tu sais, j'aime ça, faire ça, tu sais. Si j'ai le temps de le faire, je vais le faire, tu sais. Ouais, puis tu me parais vraiment quelqu'un qui a besoin, justement, de l'importance de la variété des projets, tu sais. Ouais, vraiment. C'est vraiment important. Ouais, puis je le suggère à tout le monde, en fait, qui fait ça, tu sais. Tu sais, je regarde, supposons, Julie Basse, tu sais, qui fait full musique, qui fait du théâtre, elle se promène. Elle se promène d'un à l'autre, puis je trouve que c'est sain. Comme... Alors que je crois qu'en France, c'est plus hiérarchisé que ça. Tu peux pas tu peux pas faire le théâtre de l'Odéon puis Johnny Hallyday le lendemain. C'est mal vu un peu. T'sais. Mais non, mais c'est tous mes amis français qui viennent vivre, qui arrivent au Québec, me disent tous la même phrase. Mm-hmm. Quand j'arrive au Québec, c'est se libérer de la hiérarchie. Mm-hmm. C'est vraiment une libération. Ouais. Quand il réussit, il dit professionnellement, socialement, amicalement, tout. Que tout d'un coup, c'est tout enlevé. Moi, évidemment, nous, on n'a pas le même rapport avec la France. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, c'est ça. Mais apparemment, quand tu vis là-bas, c'est quelque chose qui est pesant, qui est lourd à vivre au quotidien. Moi, j'étais vraiment surpris, mais c'est unanime, là. Dans mon quartier, puis j'habite Plateau-Montréal, on s'entend, c'est la Nouvelle-France. Mais tu sais, c'est... mais ils disent tout ça. Ils disent, regarde, en ce moment, là, tout le monde vit des professions différentes, pas les mêmes salaires, mais tout le monde peut se parler, puis personne se juge, c'est extraordinaire pour mais moi je suis comme OK, mais t'as raison, donc peut-être que t'as raison justement en France, peut-être que tu peux pas faire justement Johnny Hallyday puis
du grand théâtre après ou peu importe. Là, mais... Ben, tu sais, c'est comme j'ai une bonne amie conceptrice d'éclairage qui fait des shows absolument fantastiques. Puis, tu sais, je disais que je faisais, supposons, je fais Un Cirque du Soleil, je fais Pierre Lapointe, puis je fais une création d'un auteur québécois au Théâtre d'aujourd'hui. Elle fait comme, mon Dieu, ok, tu sais, elle, pour elle, c'est pas ça sa vie, là. T'sais, non. Elle fait que des shows de théâtre. Ça n'a aucun lien, supposons, avec... C'est pas mauvais non plus d'être super ultra spécialisé dans quelque chose, mais en même temps, c'est sûr que pour la créativité, ouais, ça peut quand même te limiter à un moment donné. Ben, en même temps, le bassin de population est vraiment plus gros. Fait que je pense qu'il y a, tu sais, je sais pas. Moi, je trouve qu'en éclairage, justement, comme le fait que tu as fait de la musique, que tu as éclairé de la musique, des comédies musicales, tu sais, le rythme, tu sais, on en parle, souvent on parle de montage dans le cinéma. Faut que quelqu'un qui est un bon monteur est un bon musicien. Moi, j'ai toujours dit ça. Faut que tu aies du beat. Ouais. Mais en éclair, en lumière aussi, il faut que tu aies du beat. Ouais, mais moi, j'en ai pas beaucoup. C'est ça mon problème. Ouais, j'ai pas de beat. Ouais, c'est un gros... Non, je niaise pas, j'ai pas de beat. Explique. Ben, tu sais, je suis pas bon. C'est con, là, ça, je vais faire un drôle de parallèle, mais je pense que je suis très, très mauvais en mathématiques. Puis, puis j'ai pas de... Comment te dire ça? J'ai pas de compte, j'ai pas d'oreille, j'ai pas de... Oreille, ok, ça, c'est correct. Ouais. Mais tu sais, supposons qu'on dit, supposons, je sais pas moi, au 4e temps, il faudrait que ta toune, le 4e temps, je suis comme, ok, fait que là, souvent, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais m'entourer de gens qui ont vraiment de l'oreille, tu sais. T'écoutes de la muse? Ouais, j'écoute beaucoup de musique, ouais. Mais j'ai pas d'oreille. C'est pas en toi. Hey, non, je l'ai pas. Ça, c'est drôle. Non, je l'ai pas. C'est rare que quelqu'un dise ça. Ouais, j'ai pas une super bonne oreille. Fait que... Et pourtant, t'as fait des shows, il y a Daniel Mélanger avec la musique des Belles-Sœurs, qui était super rythmé, d'ailleurs, dans ce show-là. Ouais. Mais, tu sais, après ça, je pense que... Tu sais, je suis pas bon en technique, j'ai pas d'oreille. Je me demande pourquoi je fais ce métier-là. Je suis une personne généreuse. mais je pense que si j'ai quelque chose, je pense que j'ai une intelligence émotive. Puis ça, je pense que je dis ça vraiment en toute humilité, là. Fait que ça, je pense que ça pallie à toutes mes flaws. Mais t'aimes les acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que moi, je t'ai déjà vu, on s'est croisés dans des fêtes, le FTA, le Festival du Feu. Je t'ai croisé un peu partout. Puis... on a travaillé ensemble, non? Aussi, en plus, on a travaillé ensemble. Puis je me souviens pas dans quoi, par contre. C'est le show de Pierre. Oui, voilà. Merci, bravo. Je sais pas lequel. C'était le show de musée. C'était le show de musée, exactement. Voilà. Exactement. Avec David Amedge, voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comprendre... ouais, c'est ça, comprendre l'émotion rapidement de ce qui se passe. Ça aussi, mais ça, c'est quelque chose qui est difficile pour bien des gens. Ouais. Il y a un mystère. Mettons, les gens se mettent à jouer une scène, ils sont pas sûrs de comprendre nécessairement qu'est-ce qui se passe. Puis essayer toujours de prédire c'est aussi un gamble, c'est de comprendre un peu 5 secondes, 10 secondes en avance où est-ce que l'émotion va atterrir. Ouais. Il y a ça dans la lumière. Mais moi, ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est-à-dire que ce que j'aime le plus de ce métier-là, c'est le matin à 8h30, je m'installe avec le metteur en scène, l'assistant metteur en scène, puis là, on jase. Puis des fois, ça va prendre une demi-heure avant qu'on parte les intensités. Mais on est dans le noir, on est prêt à faire nos intensités, mais on prend 20 minutes pour parler de la vie un peu. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oui, mais non, mais qu'est-ce que tu penses? OK, là, je vais allumer la première lampe, tout ça. Ce moment-là, ce cocon-là de création, là, où on commence le spectacle, tout ça, puis qu'on est là, je vais te montrer une affaire, j'ai ça. Tout ça, où là, j'essaie de comprendre un peu le metteur en scène, dans quel état il est, évidemment, qu'il est fébrile. Tout ça, j'adore ça. Après ça, j'aime ça, aller sur scène avec les acteurs. Puis leur dire, hey, tu sais, si tu faisais un pas de plus, tu tomberais dans le point chaud de la lampe. Ou ben non, tu vois cette lumière-là? Hey, si tu t'avancerais juste un peu, là, ça serait malade. Puis ça, là, c'est l'affaire que j'aime le plus. T'sais. Puis je l'ai faite avec Monique Miller, c'est l'affaire que j'aime le plus, aller voir les acteurs et faire, hey, tu sais, à ce moment-là. Puis souvent, les metteurs en scène, ils me laissent faire, là, tu sais, je fais... Ah, OK, mais ça allait être ma prochaine question. Est-ce que ça crée parfois des conflits avec les metteurs en scène? Non, parce que je fais pas non plus, à la place de rentrer à jardin, ça rentre à court, là. Tu sais, je vais pas là. Non, c'est du détail humain, tu sais, c'est du détail
Puis il y a des acteurs qui le pognent super vite, qui font « Ah ouais, je le sens à ce moment-là », puis il y en a d'autres qui le sentent moins, puis des fois je les place, tu sais. Des fois je mets des tapes au sol, puis je fais « Mais là, ça va être, donc pendant ton monologue, ça va être fantastique ». Ça, je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus. C'est ce rapport humain-là avec les acteurs, les acrobates, Puis je suis quelqu'un de gêné quand même, pour moi c'est pas quelque chose de facile faire ça, mais puis des fois j'ai l'air bête parce que je suis gêné. Fait que... mais... puis c'est éclairer des corps vivants, des corps qui bougent, c'est compliqué, là. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dernièrement, j'ai fait un show avec Virginie Brunel, puis... je suis content que t'en parles. Puis j'ai beaucoup aimé faire ce show-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai adoré la gang de danseurs, tout ça. Puis il y a Peter, là, puis j'avais toujours mon headset sur la tête, tu sais, puis j'allais les voir, puis je faisais, hey, tu sais... Puis à la fin de la prod, Peter, il est venu me voir, qui était le plus vieux danseur de la gang, là, qui est comme 50. Man, Peter, le chauffeur blanc, que j'ai vu. Exact, ouais. Peter, il n'y a aucun bon sens. Ouais. C'est une machine. Ouais. Il y a un... Je comprends pas encore cet être humain-là. Ouais, c'est comme... C'est un poème. Il y a aucun bon sens. Tu sais, moi, j'ai fait de la tournée avec Peter, puis corporellement, il y a 50 ans, il est tellement en forme, ça n'a pas de bon sens. Il y a une magnifique souplesse, il y a une humanité. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, parce que Peter, je suis content que t'en parles. Non, mais c'est tout. Ça m'a beaucoup touché parce que Peter, il est venu me voir, puis il m'a dit « I like your work ethic. I like the way you work, man. » Puis j'étais comme, ça m'a comme touché, tu sais, parce qu'il dit, tu sais, t'es proche de nous, tu sais. T'es pas comme juste dans le fond de la salle à faire des intensités, tu sais. Non. Puis c'est l'affaire que j'aime beaucoup ça, moi, avoir mon headset, puis être sur la scène, puis faire des intensités sur la scène. Je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus. C'est vraiment weird, là. Mais je fais, tu sais, hey, peux-tu m'allumer lui à gauche, en haut, à droite, je le vois d'ici. Ah ouais, ok. Puis là, je place le monde, puis tout ça. Ça devait fitter avec Virginie Brunel à fond, parce que Virginie elle-même aussi, tu sais. Virginie, c'est une fille que j'aime tellement, puis... Ouais, puis tu sais, j'étais collé sur elle avec mon headset, puis tu sais, j'étais pas juste comme dans le... Puis ça, c'est l'affaire que je pense que c'est important d'être proche du chorégraphe, de la chorégraphe, du metteur en scène. Tu sais, pour moi, c'est super important de pas juste faire mon trip de concepteur d'éclairage dans le milieu de la salle, tu comprends? Oui, je pourrais comme faire des effets de malade mental, puis faire mon show, puis c'est l'affaire qui m'intéresse le moins, je pense. J'aime ça être collé au metteur en scène, puis faire ça, t'aimes-tu ça, si j'allume ça? Puis tu sais, je tape du pied quand je suis juste assis à côté de la console, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que je me lève, il faut que j'aille voir le monde, il faut que j'aille sur la scène, on dirait qu'il faut que je sois avec le monde. Faut que ça dans l'action. Ouais, c'est ça. Là, je comprends. Pas passif, là. Tu sais, vraiment aller au-devant. La danse, c'est le fun. Mais t'en as fait plusieurs shows de danse. Ouais, je n'ai pas fait de temps, en fait. Pas tant, hein, Non, j'ai pas fait de temps. J'ai fait beaucoup au Vertigo. J'ai fait 4 shows avec au Vertigo avant qu'elle prenne sa retraite. Puis j'ai fait avec Estelle Clarton, puis c'est tout. Virginie, c'était ma première conception de danse depuis vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Mais t'es tombé à une bonne place parce que la gang Virginie, la gang de danseurs sont complètement fous. Je les aime tellement. C'est des gens gentils, humains, puis super touchants. Puis le show, en tout cas, je le redis, parce que Fab va partir en tournée, là. Allez voir Fab, là, parce que de Virginie Brunel, c'est tellement un bon show. C'est un bon show. C'est vraiment un bon show. Vraiment. Vraiment touchant. Moi, j'ai trippé faire ça, puis avec Philippe, puis avec Laurier, puis avec, tu sais, j'ai vraiment eu du fun à faire ce show-là. T'as fait un peu ouattatata. Mais non, mais je dis ça parce que ça m'amène à une prochaine question, tu sais, parce que, comme tu dis, t'as fini tes études rapidement, t'avais ta petite année de congé, on pourrait dire, mais finalement, qui n'a pas été congé du tout. J'ai jamais fini cette histoire-là complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu t'es retrouvé à faire beaucoup de théâtre, beaucoup d'art de la scène. Ouais. Le cinéma, est-ce que c'est quand même dans tes arrière-pensées? C'est-tu un rêve? C'est-tu une espèce de truc que t'as abandonné? Qu'est-ce que ça représente, en fait? C'est juste que... Je fais juste une parenthèse, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, puis là, à 30 ans, il y avait une école de cinéma aux États-Unis, je ne sais pas si elle existe encore, ça s'appelait The Film... c'était Rockport, dans le Maine. Dans le Maine? Film and Television Workshop. Je me souviens plus trop. C'est pour des gens qui faisaient déjà le métier. Rockport Film School. Ouais, c'est ça. Ça existe encore. Exactement. Puis là, ils donnaient des cours. Puis là, il y avait des cours de direction photo. Puis moi, j'ai pris un cours de direction photo. Finalement, j'étais allé. Je disais, là, tu sais, là,
Ça se pourra pas, là, faire des autogérés toute ma vie. Là, faut que je fasse autre chose. Puis je me suis inscrit, puis je suis allé faire un cours de direction photo. OK. C'est au tout début de la direction photo digitale, au grand dam de mon père. Mon père, il en revenait pas. Il dit, tu t'en vas pas faire un cours de direction photo, c'est digital, voyons donc. C'est une génération de hors-foi. Puis on était loin de ce qui est aujourd'hui. Hey boy, s'il voyait tout ça. Ben oui, il capoterait. Mais à ce moment-là, il était comme... Ah oui, ça le faisait capoter? Hey, ça le faisait capoter. Voyons donc. Bref, je suis parti 3 semaines. Je suis parti faire 3 semaines de cours de direction photo. Puis en revenant, j'étais vraiment primé. Là. Je me suis dit, OK, mais c'est ça que je vais faire. Puis bon, tu sais, le théâtre, ça va être bien, mais tu sais, je vais m'éloigner. Tu sais. Ouais. Et puis, c'est pas une joke. Je suis revenu à Montréal et j'ai reçu un téléphone du Cirque du Soleil. En fait, j'ai reçu un téléphone de Denis Fini-Pasqua qui m'a dit, je fais le prochain gros chapiteau au Cirque du Soleil. Est-ce que ça tenterait de faire l'éclairage? Puis j'ai fait... J'ai dit, ben oui, là, forcément. Là. Tu sais, j'avais fait 2 shows avec lui, je le connaissais bien. Puis je savais monétairement ce que ça représentait aussi, faire un show au cirque, là, qui n'était pas à dédaigner, là, tu sais. Évidemment. Fait que j'ai fait, ouais, je vais le faire. Puis finalement, je suis rembarqué. Dans la machine. Je suis rembarqué dans ma chaîne de théâtre. Donc, c'est sur ta liste? Ben alors, fait que tout ça pour... Jusqu'à Nice, il y a, donc au début de la pandémie, fait que je fais évidemment je travaillais plus et là l'INIS a un cours de direction photo fait que je fais c'est ça que je vais faire, fait que je m'inscris tout. T'es inscrit? Ouais, finalement ils ont cancellé à cause de la pandémie. Calvaire. Fait que il y a quelqu'un quelque part qui veut pas que tu mettes tes pieds là-dedans. Exactement. Fait que oui. Mais tu sais, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sais pas. Oui, là, j'aimerais ça. Parce que pour moi, ça vient, tu sais, je veux dire quelque chose de gros, mais moi, mes éclairages de théâtre préférés, c'est vraiment weird ce que je vais dire, mais c'est un secret. Mes éclairages préférés théâtre, mais c'est des éclairages naturalistes. C'est-à-dire que moi, une lumière qui rentre par une fenêtre, qui touche un visage de personnage assis sous le bord de la fenêtre, je pense que c'est ce que j'aime le plus. OK. Tu sais, moi, voir des beams de lumière, puis voir des... Oui, il y a plein d'affaires que je trouve super beaux là, esthétiquement, puis, mais ce qui me touche le plus, c'est des éclairages réalistes ou des éclairages naturalistes, mais qui sont évidemment qu'ils ne sont jamais vraiment. Non, qui sont pas entièrement. Oui. Mais ça, qui suggère. Oui, tu sais, fait que au cinéma, il y a beaucoup ça. Oui. Puis, je sais pas, ça me... C'est toujours quelque chose qui... C'est drôle parce que j'en parlais avec... dans mon dernier podcast, j'en parlais avec un directeur photo, puis, avec Ronald Plante. Puis Ronald, il faisait, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire ce que tu fais toi. Moi, des spots qui passent à travers une fenêtre, là, je suis tanné. Ouais. Fait que, mais toi, ça te touche, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, en même temps... Fait que, bref, tout ça pour dire que oui, c'est un... Après ça, je le sais pas. Je sais pas. L'important, c'est que je sois pas, que j'aie pas d'amertume par rapport à ça. Ouais. Tu comprends? Que à 75 ans, je fasse pas, toute ma vie, j'aurais voulu faire de la direction photo. Mais tu vas en faire un film, je suis sûr. Tu vas en faire un, mais non, mais regarde, pourquoi pas? On verra. C'est sûr, tu vas en faire. Regarde, on est rendu de toute façon à la prescription. Allons-y. Moi, je suis curieux de savoir tes références. Ben, alors, qu'est-ce que tu veux me partager aujourd'hui? Ben, c'est ça, là. J'étais un peu perdu là, par mes prescriptions. Là. Là, tu y vas à cœur ouvert. Je dis toujours en 3 ou 5. Et c'est quoi, il y a du monde qui sont arrivés ici avec des listes de 15 affaires qui me disent « Ah non, mais là, c'était trop tough, j'ai eu comme trop d'affaires à partager. » Tu me partages qu'est-ce qui... Parce que dans cette idée de partage, particulièrement dans ton cas, je suis vraiment curieux. Parce que je veux savoir c'est où tu vas puiser ton inspiration. T'sais. C'est clair que tu dois regarder... T'écoutes beaucoup de films, non?
Oui, ben beaucoup moins depuis que j'ai des enfants. Ouais. Je suis comme dans un gap de culture un peu limité. Oh, là, je regarde, en fait, tu vois, j'étais mon Barbie, là. J'étais mon Barbie. Bon? Man, c'est pas bien quand même. Va voir ça. C'est tellement... Moi, j'ai fait la grande trêve Oppenheimer la veille. Ah oui, t'as fait ça aussi? Puis le lendemain, Barbie. Ouais. Oppenheimer avec des... T'es allé voir en 70 mm ouais, j'étais faire le 70 mm IMAX, okay. Ça m'intéresse pas. Ouais. Puis après, j'étais allé faire Barbie le lendemain avec mes filles dans une salle. J'étais le seul garçon. Puis c'était comme... et mes filles, on a eu un blast. J'ai hurlé de rire pendant 2 heures. C'est vraiment, vraiment le fun. Visuellement... Tu pourrais aller... T'as envie de lécher l'écran, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. On dirait du popsicle tout le long, là. Puis, il y a plein de... Tu sais, ce qui était cool... Puis c'était vraiment, j'appelle ça l'expérience Simpson, là. Tu sais, j'étais comme... j'étais assis avec ma fille de 8 ans qui hurlait de rire aussi. Clairement, pas pour les mêmes choses que moi. Et moi aussi, puis les deux, on a eu individuellement du great time. On a eu un great time ensemble aussi, là. Tu sais. C'était une belle expérience, puis c'était le fun. Puis écoute, la lumière, en tout cas. Non, mais je suis très curieux d'aller voir. Là. Je suis très curieux. Tu vas être obligé de l'avoir un moment donné. Ben oui, c'est sûr. Là. La musique est le fun, les acteurs sont bons. Même si moi, j'aurais pas de dire que le film ne devrait pas s'appeler Barbie, il devrait s'appeler Ken. Parce que c'est ça que j'ai lu. C'est pas mal plus la définition de comment Ken se retrouve dans ce monde-là, puis c'est pas quoi faire. Moi, c'est ça, je suis sorti. C'est ça qui m'a fait le plus rire, là, le pauvre imbécile qui se valide juste par sa blonde, puis qu'après, quand il réalise qu'il peut se valider avec des boys, puis que là, après, c'est comme confus, puis là, il sait plus quoi. La quête de Ken, elle est extraordinaire. Fantastique. Anyway. Bref, pour revenir à ta liste. Hey, j'ai pas... Attends, OK. J'écoute beaucoup en ce moment, je suggère fortement l'album de Viviane Audet, le dernier album de Viviane Audet. Moi, je sais pas, là, j'ai mis ça dans mon... Mais le dernier qui... Attends, on va le nommer, là, par... Oui, on va le nommer, puis le titre est long, fait que je veux pas me... Oui, non, je sais, puis je veux pas me tromper. Viviane est capable d'aller dans des longues phrases. Ouais, attends. Oh, je l'ai dans un instant. Et ça s'intitule... My God, il faut exprimer. OK, les nuits... OK. Ouais, les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Exactement. Voilà. Voilà. Fait que ça, c'est ce que j'écoute beaucoup en ce moment. OK, cool. Après ça... Ça peut être c'est tout, hein? Non, c'est tout. Tu peux aller, quand tu peux me parler d'un resto que t'aimes, tu peux me parler. Non, c'est vrai, il y a du monde il y en a qui sont arrivés, il y a des gens qui m'ont parlé d'une application. Pour de vrai? Ouais. J'ai pas connu ça. Ouais, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec une application l'autre fois qui. C'est qui m'a parlé de ça? Radio OOO, qui est une espèce d'affaire, une espèce d'application qui est extraordinaire qui. Tu tapes une date, une année, et ils te mettent la carte de la planète Terre, puis tu peux aller dans la ville, puis ils vont te donner toutes les 200 chansons qui étaient le plus jouées à la radio cette semaine-là précisément. Tu peux aller chercher ça à travers le globe. Ça, c'est cool. Ça, c'est un beau... Faudrait que tu me... Ça, c'est Samuel Quentin, BDS, qui m'a parlé de ça, puis c'était vraiment ultra impressionnant, parce que ça devient un outil extraordinaire pour te... Ben, historiquement, là, après, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se faisait jouer, tout ça. Ça, c'est cool. Les apps. Donc, les apps, ça arrive. Il y a des gens qui parlent de resto, des gens qui parlent de films, de livres. Tu sais, on va dans... ça peut être sur le moment, puis ça peut être aussi, entre autres, même ton podcast que tu parlais tout à l'heure de Richard Dawkins, qui est aussi une belle référence de trucs à découvrir. Parce que c'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui. J'ai reçu des directeurs photos, j'ai reçu toutes sortes de gens, mais personne n'a mentionné ce podcast-là qui est vraiment, vraiment bien. Oui, qui est vraiment bien. Puis d'ailleurs, on dirait que j'avais pas pensé à ça, mais je le mettrais dans mes... dans mes suggestions. Et c'est surtout que c'est pas juste maintenant, tu sais, il reçoit beaucoup des acteurs, des réalisateurs, des scripts, c'est super intéressant. Puis tu sais, il fait ça avec sa femme. Fait que sa femme, elle pose beaucoup de questions, puis lui, c'est comme un peu le silencieux qui pose une question à toutes les... Qui intervient. À toutes les 5 minutes, puis il pose toujours des questions... toujours juste, très Brit, il est super. Tu sais. Après ça, c'est une vieille affaire, mais je suis retombé dedans dernièrement. C'est Le Retour à la Terre de Manu Larsonnet. Ah, tu connais pas ça? Non.
Ah, c'est une, Là, tu m'amènes à- c'est une série de BD. C'est des OK, BD. BD. Ouais. Je connais pas du tout. OK, ben c'est le retour à la Terre. OK. Puis, je pense qu'il y en a 5 maintenant. Pourquoi t'es retourné là-dessus à cause des enfants? Ou Non, c'est que je les ai dans mon... je les ai dans ma bibliothèque, puis, OK. puis je les ai ressortis. Puis, On fait ça des fois. Ouais. Ben ouais, parce que c'était il faut que ça serve à quelque chose, une bibliothèque, pas des ça. Donc, c'est très, très beau. Puis OK. c'est plein de... Fait que c'est un gars de la ville qui décide de déménager à la campagne. OK. Puis, Français. ouais, c'est des petites... puis Manu Larsonnet, c'est sûrement un des plus grands BDistes là, des dernières années. OK. Puis c'est assez fantastique. OK. Ouais. Wow, OK. Mais regarde, tu me fais découvrir ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Mais est-ce que tu connais Manu Larsonnet? Mais non. Ah c'est ouais? ça. Ouais, Mais je dois admettre que la BD, j'aime ça. Ouais, J'aime mais c'est pas... J'aime la BD d'ici, j'aime la BD, j'aime beaucoup de BDs aussi canadiens, américains que j'aime. La BD française, j'en connais, mais c'est pas tant que ça. C'est pas mon choix de spécialisation. Ok. Là. OK. Mais à découvrir. Là. Ouais. Puis Ouais. attends, une dernière affaire là, qui trône, puis je sais que c'est très dur à lire, mais c'est V13 de... Moi, je suis un grand fan de Emmanuel Carrère. Puis j'en parlais dernièrement avec des amis. Puis Ça non plus, je connais pas. V13, c'est Emmanuel Carrère. Il est allé s'asseoir à la cour pour écouter tous les gens qui sont venus parler du Bataclan, en fait. C'est Oh shit. OK. Ouais, c'est très intense, mais c'est en même temps d'une espèce d'humanité vraiment touchante. Journaliste. Ouais, lui, c'est un écrivain, Emmanuel Carrère. Puis, Ah oui, mais oui, attends, non, je sais c'est qui Manuel Carrère. Oui, Ouais. excuse-moi, parce que j'ai vu d'autres choses. Mais ça c'est un livre? ouais, c'est un livre. En fait, c'est des chroniques qu'il faisait au Nouvel Obs. Puis, OK. ils ont mis dans un livre. Ils sont regroupés. Ouais, OK, ouais, je ouais. comprends. Puis, évidemment que c'est pas facile à lire, mais ça me met en perspective. C'est très, très beau. C'est vraiment Ah ouais? beau. Ouais. OK. Ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, t'as des choses dures. Ouais. Avant de te coucher. Avant là. de coucher. Avant de te coucher pour bien C'est rêver. très anxiogène. Cinéma, t'écoutes pas un peu trop ce temps-ci? En ce moment, j'écoute tellement Série? pas T'es-tu un gars de série? Ouais, je suis un gars de série. J'ai commencé The Bear. Ma sœur m'en parlait hier, ouais. parce qu'elle est dans la saison 2, puis elle disait, après, elle a dit, faut que tu te mettes à ça. J'étais comme, non, je sais pas. Ouais. J'ai écouté les bandes annonces, puis j'étais comme, ça m'attire pas. Elle dit, non, laisse-toi pas faire. Ouais. Vas-y. Il y a un truc dans la réalisation qui est vraiment particulier, que je suis pas sûr que j'aime, mais j'aime. Mais les acteurs sont absolument Non, mais fantastiques. attends, les acteurs, c'est tous des gens excellents là, Ouais, qui sont ouais. là-dedans. Donc ça, oui, peut-être je vais m'y mettre. Donc The Bear, OK. Ouais. Puis non, en fait, j'ai pas énormément en ce moment de télévision, de cinéma, pas tant non plus, étrangement. Je suis dans une période où j'en Moi, je- consomme pas tant. Moi, je suis dans une période que j'écoute Buffy de Vampire Slayer. Tu te souviens de ça? Ouais, ben oui, je me souviens de ça. Moi, mes filles sont là-dedans. Ah là. oui, pour de vrai. Hein? Ah non, ils ont découvert ça, là, puis là, c'est la chose sacrée. Ouais. Après une belle journée de 40 jours et de travail Ouais. dur et après fini les tâches ménagères à aider les parents, ils ont droit à leur moment de Buffy, Mais- puis c'est vraiment bon, man. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que là, mon fils m'a demandé de commencer à regarder les Indiana Jones. Fait que Ah là, ouais, ça, on est on- rendu au 3e. On est allé voir le film au cinéma le dernier, qui est Ouais. vraiment le fun. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il voulait aller le voir, mais il voulait voir toutes les autres avant. Fait que là, Ça se passe bien à date, 1, 2, 3? Ouais, 1, 2, 3. Là, on Il est va rendu à la être moitié du 3. Il va être déçu avec le 4, c'est correct. Oui, c'est ça. C'est normal. Tout le monde l'est. Exactement. Ouais. Mais il découvre, ce qui est assez fantastique, c'est qu'il découvre que ça, pour moi, ça. Alors, il reconnaît maintenant la musique de John Williams. On l'a- Sans, ouais. il y a 10 ans, là, mais sans même savoir, là, tu sais, Ouais. vraiment. Là, tu sais. Puis il fait, ça, c'est le même compositeur que Star Wars. Puis ouais, c'est ça. Puis la fois où il m'a le plus surpris, c'est qu'on a écouté le 2e Harry Potter. Mhm. Moi, je savais même pas. Fait qu'il fait, la musique, c'est vraiment comme le compositeur de Star Wars. Je fais, ouais, mais non, mais c'est pas lui. Tu sais. Et Ben, c'était lui. c'était lui. Ouais. J'en revenais pas. Ouais, J'étais ouais. allé voir après, puis j'ai fait, ah oui, ok, lui. Ouais, pis c'est pas jouable Harry Potter. Moi, je te le dis, c'est Ah, pas pas jouable Harry Potter. Je te le dis parce qu'à Montréal... Non, mais attends, une petite mini-histoire. C'est qu'à Montréal, maintenant... Mais là, ils ont bientôt terminé, je pense, le cycle. Ça va se terminer l'année prochaine. Ils font les projections live du film avec orchestre symphonique. Ouais. Moi, j'étais allé voir ça. J'étais allé voir Empire Strikes Back l'année passée. Ouais, mais tu vois, Ouais. quand c'est John Williams, là, et
Harry Potter. Le pire film à jouer live pour des musiciens, c'est Harry Potter 1. Ah ouais? Le 1, là. C'est qui, là? C'est John Williams. Ah oui, mais c'est... Ok. Pour les cordes, c'est dégueulasse. Ah ouais? Dégueulassement tough. T'es en train de rincer ton manche, tu te promènes, tu fais des gammes, des arpèges. Écoute, ça arrête pas pendant 2h45. T'as envie de mourir à la fin. Ouais, non. Ça, c'est un des films live à faire. C'est le pire. Au moins, Star Wars, ce qui est pas pire dans l'affaire, c'est que c'est tough, mais avec les bruits des lasers en plus par-dessus ta musique, t'as l'impression d'être toi-même un guerrier. Là. T'es comme tu te bats là-dedans, puis c'est comme c'est un peu le fun. Mais les Star Wars, c'est vrai que c'est le fun. Mais toi, tu fais ça? J'en fais quand je peux, j'en fais. Tu sais, j'ai fait je savais pas. j'ai fait toutes les Lord of the Rings. Mais c'est parce qu'il faut comprendre le concept, c'est que c'est comme compagnie québécoise ou canadienne, je sais plus trop, qui est ici. En fait, il y en a partout dans le monde. Puis c'est des shows qui se promènent. Tu sais, après, on répète. Je pense qu'on lit le jour même, le matin, tout le film une fois. Puis le show, le soir, c'est le show. Ah oui, hein? Non, ça se fait vite de même, là. Puis la plupart du temps, puis ça, c'est souvent apprécié. Ça dépend. Il y a un chef qui est là pour l'idée puis qui connaît le film par cœur. Le score, c'est cool. Puis il y a les écrans, puis ça fit. Mais on a tous... Quand il n'y en a pas, c'est un peu freakant, mais la plupart du temps, on a des headsets avec des clics. Donc, on est tellement prime time sur le film que c'est extraordinaire. Mais tu sais, j'ai fait aussi un des films qui était le fun à faire, c'était Amadeus. Ah ouais, parce que évidemment c'est Mozart, mais il était tricky quand même celui-là à faire. Mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Puis c'est le fun. C'est le fun, c'est un trip parce que par plus les altos, la façon qu'on les plaçait sous terre, parce que les vents c'est plate pour eux autres, ils voient rien. Moi je suis sur le bord, tu sais des fois. Tu vois un peu. Ouais, des fois tu mettons un bout de plate que je bouge pas trop de notes, j'ai le temps de lever les yeux puis de vivre le moment du film là, tu sais. Mais Empire Strikes Back qui est le meilleur Star Wars. Ouais, absolument. La musique est vraiment le fun. Ça groove au bout, là, tu sais. Mais là, ils en font, c'est rendu intense, il y en a plein. Mais moi, j'étais allé voir Koaniskati avec l'orchestre de Philippe Glass à la Place des Arts. Ouais. T'avais vu ça? J'avais capoté. Il était là. Ouais, il était là. Il jouait. Ouais. Puis là, il tourne moins en ce moment, là. Il est un peu ça fait des années de ça, là, ça va faire 10 ans. Non, mais il est venu, il y a peut-être 2-3 ans, il est venu, là. Il est venu avec le Philip Glass Ensemble. Puis, mais j'adore Philip Glass. J'adore Philip Glass. Mais d'ailleurs, je t'en parlerai parce que moi, on sort un album en octobre de Philip Glass avec Molinari. Ben, c'est un gros projet, c'est qu'on enregistre tous les quatuors à cordes de Philip Glass. Wow. Ben là, on a fait le premier volume qui est de 1 à 4. Là, on sort 5 à 7 qui sont des plus grosses tunes. Puis après 7, 8, 9, 10. Ça va être Vous n'avez déjà sorti un? Oui, il y en a un. Je ne sais pas c'est pas le faire. Tu vas pouvoir l'écouter. Puis il y a Mishima, il y a tout ça. Puis là, les derniers quatuors... En fait, il n'existe pas beaucoup de versions. Le premier disque, oui, il y a quelques versions. Le disque qu'on va sortir en octobre, il y a comme 2 autres versions. Puis c'est de moins à moins enregistré. Bon, c'est vraiment cool. Mais moi, même, j'ai mis ma tête dans Philip Glass pendant un bout. J'adore Philip Glass. Philip Glass, c'est le fun. C'est cinématographique, c'est touchant. Puis c'est rythmique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Mais c'est drôle parce que comme de l'extérieur, moi, mon père écoutait beaucoup Philip Glass, puis mon grand frère aussi, puis on dirait que quand tu l'écoutes puis t'es pas musicien, évidemment, c'est un peu répétitif, tu te dis, ça a l'air facile. Ouais, non. Puis quand je les ai vus sur scène, jouer, tout le monde, puis je fais, c'est quelque chose, là. Ça a l'air facile parce que justement, comme tu dis, c'est répétitif, mais l'affaire, c'est que comme un moment donné, tu trouves la pulsation. Moi, j'appelle ça la transe. Parce qu'à un moment donné, tout le monde, on a le même beat, puis tout le monde respire pareil. Puis là c'est là, à un moment donné, c'est plus moi qui a des motifs de croche, puis quelqu'un... Non, c'est un son. Il suffit qu'il y en a un qui est dans l'une, puis il fait flipper l'affaire. Puis proche, là, tu sais, il suffit d'être 1/10 de seconde un peu en retard, puis il fait littéralement chier le groove, là, tu sais. Bon, c'est pour ça que quand on le tient, l'idée, c'est que quand tu te mets à faire du Philip Glass, c'est que tu tiennes le groove tout le temps. Parce que c'est ça le trip. Mais moi, j'adore ça. Hey, merci pour la suggestion. C'était super cool de te voir. Je t'enverrai les liens, si tu veux. Ouais, absolument. Puis... merci de l'invitation. Ben oui, non, c'était super cool. Puis on s'en fera ça une autre fois. That's it. Ciao. Merci, bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain.
Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.